émission qui nous est offerte donc par la CODEL et son partenaire le CDD. Dans les épisodes précédents, eh bien, nous avons eu à parler de nombreuses choses. On a eu d'abord à parler de la contribution de la CODEL et du CDD à la lutte contre les fake news pendant les élections couplées de novembre 2020. Et ensuite, le rôle des médias, comment cela a affecté les élections. Aujourd'hui, on va évaluer le niveau de respect du pacte de bonne conduite signé avant les élections. Donc, avant les élections, les parties prenantes ont signé un pacte de bonne conduite. Il s'agit ici d'évaluer le niveau de respect et de tirer les leçons pour les prochaines élections. Et pour nous entretenir sur tout ça, nous sommes en compagnie de M. Modeste Ouedraogo, chargé de mission du président du Conseil supérieur de la communication. Monsieur Modeste, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et aussi de Franck Aristide Jeffa, journaliste à WAG FM et membre de la cellule de veille de la CODEL et du CDD. Aristide, bonjour. Bonjour Yolanda, bonjour à toutes et à tous. D'accord. Alors c'est parti pour les différentes questions, mais tout d'abord, on va faire une brève présentation du Conseil supérieur de la communication avec Monsieur Modeste Ouedraogo. Merci Vous pouvez madame. nous présenter votre structure, s'il vous plaît? Merci madame. Le Conseil supérieur de la communication est l'instance de régulation et de la communication au public au Burkina Faso qui a été créé depuis 1995 et qui a changé de dénomination en 2005 parce que primitivement c'était Conseil supérieur de l'information. Maintenant avec les évolutions, c'est devenu Conseil supérieur de la communication. Donc la mission c'est de réguler la communication au public et cette mission peut être subdivisée en deux volets principalement, une mission de régulation ordinaire et une mission de régulation du discours politique électoral. Voilà, pour faire simple. Alors pour la mission de régulation du discours politique électoral, vous savez que les élections doivent quand même se dérouler dans un climat social apaisé. Et le Conseil supérieur de la communication va travailler donc à travers ces attributions à apaiser le climat social parce que nous savons que c'est à travers la communication que le climat social peut se dégrader. Et aussi pendant les élections, c'est-à-dire pendant la campagne, le Conseil supérieur de la communication va, conformément à la loi, assurer l'égal accès aux médias publics pour tous les acteurs en compétition, mais aussi le pluralisme et l'équilibre de l'information pour ces mêmes acteurs-là dans tous les médias, qu'ils soient publics ou privés. Donc voilà un peu très rapidement présenté le Conseil supérieur de la communication ainsi que ses missions de régulation en période électorale. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, vous allez plus ou moins nous rappeler le contexte de la signature du pacte. Quels sont les différents signataires? Quelles sont les différentes parties qui ont pris part à la signature de ce pacte? Alors, pour les différentes parties, il faut noter que c'est d'abord, il y a les acteurs politiques, c'est-à-dire les acteurs politiques, les partis politiques, c'est-à-dire les partis de la majorité comme de l'opposition et qui sont vraiment engagés donc dans la compétition électorale pour ces élections. Il y a les médias, il y a les agences de communication, il y a les organisations de la société civile et il y a les blogueurs. Ça fait quand même du monde. Hein? Voilà, c'est du monde parce qu'il fallait quand même toucher tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs directs du processus électoral, c'est-à-dire les acteurs politiques, ceux qui en tout cas compétissent, mais aussi les acteurs indirects, c'est-à-dire ceux d'une manière ou d'une autre qui en tout cas interviennent soit par leur mission normale comme les médias ou encore ponctuellement donc dans le processus électoral comme les OSC qui en tout cas sont quand même très actives en matière électorale. Et il fallait que les blogueurs également et les agents de communication qui interviennent à travers la publicité électorale, etc. Alors il fallait que tous ces acteurs-là puissent s'engager et avoir un certain nombre de comportements qui puissent préserver la paix sociale, la cohésion sociale pour que les élections puissent se dérouler tranquillement. D'accord. C'est vrai qu'on est tout de suite entré dans le vif du sujet, mais j'aimerais qu'on revienne quand même. Le pacte de bonne conduite, c'est quoi exactement? Alors, le pacte de bonne conduite, c'est un accord de volonté, c'est-à-dire un engagement
entre tous ces acteurs que je viens de citer. Et c'est un engagement à adopter un certain nombre de comportements et à préserver des intérêts communs et à promouvoir un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire dans leur conduite, c'est-à-dire ils s'engagent à se conformer déjà à la loi, mais aussi à se respecter mutuellement et de faire en sorte que leur comportement ne mette pas en péril l'unité nationale, ne mette pas en péril la paix et la cohésion sociale. Donc c'est ça en tout cas et l'esprit du pacte. Mais de manière générale, il faut retenir que le pacte de bonne conduite, c'est une convention, un accord de volonté entre plusieurs personnes et qui vise à défendre un certain nombre de valeurs, mais aussi à préserver et promouvoir des intérêts communs. Et dans notre cas, nous savons que tous les acteurs qui se sont engagés l'ont fait pour préserver la paix et la cohésion sociale, mais aussi l'unité nationale, et parce que nous savons que ce sont des valeurs qui peuvent s'effriter, qui peuvent même être mises en péril pendant les élections. D'accord. Aristide, tu aimerais ajouter quelque chose ? Alors je dois dire tout simplement que c'est une initiative du Conseil supérieur de la communication sans aucune pression donc des autres partis, notamment les acteurs politiques ou encore les médias ou même les organisations de la société civile. C'est une trouvaille du Conseil supérieur de la communication qui a estimé à un moment donné que, en tout cas, l'intérêt national devait prendre le dessus sur les intérêts partisans, parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec, en tout cas avant même la campagne électorale, on a vu par moments les joutes verbales entre acteurs politiques. Donc il fallait calmer le jeu et le Conseil supérieur de la communication dans la définition de M. Ouedraogo tout à l'heure, c'est le gendarme donc des médias, mais pour une fois il a été le gendarme de tout le monde finalement pour calmer le jeu, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure en ce qui concerne donc l'objectif in fine et les résultats que l'on a eu à l'issue donc de la signature de ce pacte. Je pense que c'est vraiment une bonne trouvaille du CSC. Justement, je m'apprêtais à demander, mais cette initiative vient de qui ? Qui a pensé à ce pacte de bonne conduite ? Et il vient de me donner la réponse, c'est le CSC. Mais qu'est-ce qui a découlé pour qu'on en arrive à concevoir ce pacte ? Pourquoi ? Alors, il faut noter que le pacte de bonne conduite se présente comme un moyen d'action du Conseil supérieur de la communication dans sa mission de régulation du discours politique électoral. Parce que nous savons que pour que le climat social soit apaisé, il faut que la communication soit apaisée. Alors, il fallait donc imaginer un mécanisme qui allait faire prendre conscience des dangers que nous courons tous si la communication sociale était tendue, s'il y avait des tensions avant les élections, parce que ces mêmes tensions-là peuvent non seulement empêcher la tenue des élections, mais aussi créer donc des crises post-électorales. Voilà pourquoi le Conseil supérieur de la communication, depuis 2002, a imaginé ces mécanismes. Et il faut noter également qu'on a rencontré l'adhésion de tous les acteurs. Voilà pourquoi on a toujours reconduit le pacte de bonne conduite à chaque élection, donc 2002, 2005, 2010, 2015 et en 2020. Et ça a toujours été, en tout cas, une contribution importante à la préservation de la paix, du climat social et à la bonne tenue des élections de manière générale au Burkina Faso. Alors, on peut aussi se dire, vu que les acteurs politiques drainent du monde, forcément le message qu'ils font passer peut être interprété, en tout cas peut être, on va dire, comme une parole d'évangile que la population va accepter tout de suite, comme ça peut produire aussi l'effet contraire. Donc, il fallait que le CSC trouve cela pour dire déjà donc aux acteurs politiques, attention, vous êtes considérés comme des modèle pour les populations. Tout ce qui sortira de votre bouche ou de vos bouches peut avoir des effets positifs comme négatifs. Donc, il faut faire attention. Je pense que les acteurs politiques qui, d'ailleurs, volontairement ont adhéré à la signature donc, de ce pacte de bonne conduite ont compris justement l'intérêt de signer ce pacte et justement d'appliquer et atteindre l'objectif visé donc par le Conseil supérieur de la communication. Merci beaucoup Aristide. Est-ce que le pacte
a-t-il été respecté? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? On peut dire que, de manière générale, globalement, les dispositions du pacte ont été respectées. Alors, je m'explique. Parce que nous n'avons pas eu à interpeller plusieurs personnes donc, pendant la campagne électorale en ce qui concerne les engagements qui ont été pris. Mais il faut noter que le Conseil supérieur de la communication ayant été investi par tous les acteurs, d'ailleurs, qui voilà, de veiller au respect donc, des dispositions de ce pacte. Donc le CIC a, dans sa mission de veiller donc, au respect des dispositions, n'a pas eu à intervenir, sauf à la fin, c'est-à-dire après la proclamation des résultats. Et on peut dire donc que globalement, le pacte a été respecté, mais il y a eu quand même quelques dérapages qui ont été constatés ça et là. Mais ce sont des faits isolés. Alors quand ce sont des faits isolés, des actes isolés, et souvent provenant de militants de certains partis politiques qui ne sont pas forcément maîtrisés par donc, les responsables, alors nous ne pouvons pas, sur la base de ces faits isolés, déclarer que bon, le pacte a été vraiment bafoué ou non respecté par les différentes parties. Voilà pourquoi je me permets de dire, en tout cas c'est le constat général qui se dégage. Globalement, ça a été respecté, mais nous notons quand même des cas isolés donc, de violation du pacte de bonne conduite. Et à la proclamation des résultats provisoires, nous avons eu quand même on a eu à constater des attitudes qui contrevenaient aux engagements pris par les partis. Et le Conseil supérieur de la communication s'est fait le devoir donc, de les interpeller à travers un communiqué. Et nous pouvons constater que très rapidement, les gens sont revenus donc, à de meilleurs sentiments. Voilà pourquoi on peut tirer donc, cette appréciation en disant que globalement, le pacte a été respecté. Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ce cas-là quand même? Alors ce qu'il faut améliorer, il faut retenir qu'il y a déjà un problème de connaissance même des engagements pris. Parce que les responsables, par exemple les organisations représentatives des OSC ou encore les médias, ou encore en fait, tous les acteurs, ceux qui viennent prendre les engagements n'ont pas forcément ni les moyens ni le temps nécessaire pour repartir à la base et sensibiliser sur les engagements pris, sur la nécessité de les respecter. Ce qui fait que des militants, par exemple, en prenant seulement l'exemple des acteurs politiques, certains militants ne sont même pas au courant de ce pacte et ils se permettent de poser des comportements qui sont contraires aux engagements pris par leurs mentors. Alors c'est pour dire que déjà ce qu'il faut améliorer, c'est la communication autour du pacte, la sensibilisation, l'éducation citoyenne, parce que nous savons que le pacte aussi contient des engagements qui consistent à dire que tous les acteurs doivent respecter la loi. Et on a vu sur le terrain qu'il y a eu des violations, de multiples violations de la loi, de l'ordre public. Et ça, c'est peut-être dû donc à une méconnaissance générale des lois de la République, mais aussi des engagements pris par les différents responsables des partis politiques. Ça, c'est le premier aspect. Alors, le deuxième aspect à améliorer, c'est peut-être au niveau même du format, parce qu'il faut que les engagements pris puissent concerner tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent ne pas se sentir vraiment engagés parce qu'ils n'ont pas signé. Alors comment arriver à convaincre tous ceux qui n'ont pas signé que non, en fait, c'est des organisations de même type qui se sont engagées, donc représentatives donc, de cette catégorie d'acteurs et que les autres devraient également s'allier. C'est là tout le problème. Alors, deuxièmement et troisièmement, du moins, il faut nécessairement que nous mettions l'accent sur les réseaux sociaux numériques. Parce que tout ce qu'on est en train de faire dans les médias traditionnels ou encore sur le terrain normal des meetings, etc., peut être battu en brèche si, en tout cas, notre comportement sur les réseaux sociaux, en tout cas, n'est pas conforme.
C'est pour dire que cette année, en fait l'année donc 2020, pendant les élections de 2020, le Conseil supérieur de la communication et tous les acteurs ont innové en prenant en compte la spécificité de la communication politique sur les réseaux sociaux numériques. Et les acteurs se sont engagés à améliorer leur conduite sur les réseaux sociaux parce que chaque parti politique, chaque acteur avait quand même, en tout cas, un nombre de communicants sur les réseaux sociaux et ces communicants ne respectaient pas forcément les règles. Et je crois que ce qu'il faut améliorer à l'avenir, c'est peut-être sensibiliser sur la nécessité que leur conduite sur les réseaux sociaux soit également conforme au pacte qu'ils ont signé. D'accord. Voilà. Tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, à cela, peut-être qu'en 5e position, on pourra ajouter aussi le temps, parce que c'est dans un laps de temps que ce pacte est signé, et même après, on part tout de suite à la campagne électorale. Donc déjà, avant même la signature de ce pacte pour les prochaines élections, notamment l'élection présidentielle, il faut déjà, ça intéresse donc les acteurs politiques, sensibiliser à la base, informer les militants que dans quelques temps, dans quelques jours ou dans quelques mois, on va signer un pacte de bonne conduite. Le pacte dit quoi? Le pacte dit ceci, le pacte dit cela. Il faut respecter en tout cas les engagements que nous prenons. C'est vrai que c'est nous qui les signons, mais ces engagements vous engagent, nous engagent tous. Donc il va falloir respecter, et quand c'est dans la durée, je pense que les militants comprendront cela. Monsieur Ouedraogo fait bien de le dire, c'est vrai que les acteurs signent, mais effectivement, ils n'ont pas le temps tout de suite de revenir à la base pour expliquer cela, que déjà on tombe dans la campagne électorale. Comment, pendant ce temps, pendant qu'on drague en griffe les militants, on va encore trouver le temps de sensibiliser ces derniers sur le pacte, de bien fondé donc du pacte de bonne conduite. Donc je pense que le temps aussi important dans ce travail donc qui est fait par le CSE et par l'ensemble donc des acteurs. Ça veut dire qu'il faut commencer bien avant. Tout à fait. Alors, et pour ce travail, vous savez que nous sommes dans les élections, et pour utiliser les pactes en dehors des élections, ça va être difficile, parce qu'il y en a aussi qui pensent que c'est tellement important les engagements qui ont été pris qu'il fallait aller à un pacte permanent. Parce qu'en tout le temps, on a besoin que chacun, en tout cas, se conforme à la loi, que chacun règle sa conduite pour ne pas... Bon, voilà. Et pour ce pacte permanent, en fait, c'est une belle proposition, mais qui soulève deux difficultés majeures. La première est que tous les acteurs ne sont pas les mêmes. Les acteurs des élections de 2015 n'ont pas été les acteurs des élections de 2020. Et voilà. Il y a des nouveaux arrivants, quoi. Voilà. Ce qui fait que, comme c'est un engagement que les gens viennent signer, un engagement solennel, c'est les acteurs du moment qui s'engagent. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas faire un pacte permanent. Deuxième difficulté, c'est que par rapport au pacte, c'est-à-dire étant un engagement, c'est-à-dire que si c'est un engagement permanent, il y a des circonstances qui peuvent échapper donc à la vigilance. Ça veut dire que nécessairement il faut tenir compte des circonstances du moment. Je prends l'exemple de cette année et du moins des élections de 2020. Alors, on a pris en compte le contexte sécuritaire et sanitaire, c'est-à-dire les crises socio-sécuritaires et sanitaires. Alors qu'en 2015, il n'y avait pas ce contexte, mais un contexte bien différent. Tout à fait. Et des acteurs ont pris des engagements par rapport donc à la crise sanitaire, de se conformer donc aux gestes barrières, mais aussi de se conformer aux mesures de sécurité mises en place par le gouvernement. Vous voyez que ça, c'est un élément de circonstance qui a été pris en compte. Si c'est un pacte permanent, ça allait nous échapper. Alors, c'est pour dire que ces deux difficultés font que nous ne pouvons pas aller vers un pacte permanent. Nous devons toujours renouveler donc ce pacte. Donc, à chaque élection, en tout cas, et si cela l'exige, on voit les acteurs en présence, on les sensibilise, et ces acteurs-là prennent l'engagement solennel de le faire. Mais il faut aller au-delà. Parce que déjà, on peut dire que dans les dispositions de ce pacte, en tout cas, tout est pris en compte. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que les acteurs, par exemple, les acteurs politiques doivent sensibiliser, former, éduquer leurs membres. Donc, non seulement à la connaissance de la loi, au respect de la loi, avoir un bon comportement par rapport donc aux autres. Parce que il y a d'autres textes qui existent et qui leur fait obligation
d'aller dans ce sens. On peut citer pour cela la charte des partis politiques. Voilà, si on va mettre en œuvre tous les engagements, et du moins toutes les obligations, et si les partis politiques doivent respecter toutes les obligations contenues dans cette charte, je pense que le travail donc, du pacte ne sera plus grand. Parce qu'il faut noter que le pacte a une valeur symbolique. Parce qu'on nous a reproché le fait que le pacte ne contienne pas des dispositions contraignantes. Ce qui fait que, ce qui laisse penser que, voilà, c'est la raison pour laquelle certaines dispositions ne sont pas respectées. Mais nous disons que non, cette valeur symbolique aussi a tout son sens parce que nous savons également que si nous mettons dans ce pacte des dispositions contraignantes, ça peut même empêcher son adoption, sa signature consensuelle, parce que là, ça veut dire que les gens peuvent avoir quand même des réticences à s'engager, mais la valeur symbolique déjà peut permettre aux gens de prendre conscience de la nécessité de se conformer à ces dispositions. Et nous savons également que quand on s'engage, quand on donne sa parole, il faut la respecter. Et tous ceux qui ont cette valeur, donc du respect de la parole, en s'engageant, vont se conformer à leurs engagements. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la nécessité de prendre en compte les autres aspects donc, liés donc, au comportement des partis politiques et aux autres acteurs, c'est-à-dire sensibiliser sur les textes qui existent déjà. Maintenant, par rapport au texte juridique, parce que le pacte, c'est un engagement, c'est comme un contrat, mais il y a la loi qui est là. Et il y a plusieurs lois. Il y a des lois générales déjà qui prennent en compte et qui peuvent prendre en charge tous les comportements infractionnels qu'on peut noter pendant les campagnes électorales. Non seulement il y a le code pénal, mais aussi le code civil. Et ces textes généraux prennent en compte suffisamment tous les comportements. C'est-à-dire qu'on peut, sur la base de ces textes généraux, sanctionner les comportements infractionnels. Il y a les textes spécifiques pour les élections. Par exemple, le code électoral. Il y a beaucoup de dispositions du code électoral qui incriminent des comportements. Et si on arrivait donc à mettre en œuvre ces dispositions, à appliquer ces dispositions, je crois qu'il y a en tout cas une partie des problèmes qui allaient être résolus. Et il y a des textes spécifiques de chaque catégorie qui régit le fonctionnement ou donc le travail de chaque catégorie d'acteurs. Par exemple, les médias, il y a les lois sur la presse, les agents de communication, il y a la loi portant réglementation de la publicité, etc. Donc ça veut dire que tous ces textes combinés sont déjà véritablement un atout pour que les élections se déroulent de manière apaisée. Encore faut-il que les différents acteurs en prennent connaissance et qu'ils s'engagent à les respecter. D'accord, on va aller un peu plus vite, sinon on risque de ne pas finir avec toutes les questions qui sont déjà là. Quel impact est-ce que cela a eu sur l'organisation des élections passées? Alors, un impact positif, parce que déjà, quand nous avons commencé donc le processus en réunissant tous les acteurs, déjà, tous ont pris conscience de la nécessité d'avoir de la modération dans leur comportement, mais aussi de sensibiliser leurs militants. Alors, nous avons vu avec les médias, parce qu'en même temps que nous étions dans le processus d'adoption et de signature du pacte, nous organisions des formations au profit des journalistes. Donc, par exemple, pour cette catégorie d'acteurs, on peut dire que les différentes formations qui ont suivi ont facilité non seulement l'adoption du pacte, en tout cas la signature du pacte par les organisations représentatives des médias, mais aussi cela a façonné leur conduite sur le terrain. Alors, il y a également les autres acteurs, parce que à chaque fois que nous nous réunissions, et forcément, en parlant du pacte, il y a des éléments qui vont transparaître et qui pointent du doigt certains mauvais comportements des acteurs. Et nécessairement, nous avons vu que sur le terrain, on ne voyait plus ce genre de comportement. C'est-à-dire que tout le processus, c'est la sensibilisation jusqu'à l'adoption du pacte. Et après l'adoption du pacte, le pacte a été édité, donc imprimé et envoyé dans les différentes rédactions, mais aussi distribué à toutes les organisations et à toutes les parties prenantes. Ça veut dire que cette action de communication aussi, peut-être qu'elle n'a pas été suffisante, mais a contribué fortement donc à la vulgarisation donc, du pacte, mais aussi à son effectivité.
D'accord. Donc, on parle en même temps de la contribution des médias et des OSC, comme la CODEL, le CDD. Oui, la contribution donc des médias et bien sûr des organisations de la société civile comme la CODEL et son partenaire donc le CDD, cette contribution a été totale dans la mesure où ces structures donc sont partie prenante dans la signature du pacte de bonne conduite et en même temps que ces structures donc interpellaient les acteurs politiques sur le terrain, ces structures aussi s'interpellaient elles-mêmes parce qu'elles se disaient qu'elles avaient un devoir pour ce qui est donc des médias. C'est d'ailleurs d'assurer donc l'équilibre de l'information et assurer en tout cas la pluralité de l'information également, donner la chance à tous les candidats, leur donner le même temps de s'exprimer. Donc les médias avaient ce devoir-là de rappeler aux acteurs leur devoir, l'engagement qu'ils ont pris, mais en même temps les médias aussi en tout cas se rappelaient eux-mêmes ce qu'ils avaient à faire dans la mesure où eux-mêmes ils ont pris part donc à la signature du pacte de bonne conduite. Alors pour revenir donc à la question sur l'impact, je pense que comme l'a dit M. Ouedraogo, l'impact il est positif parce qu'on a vu in fine le résultat que ça a donné. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais finalement on peut dire que la montagne a accouché d'une souris si c'est dans un sens péjoratif, ben, pour dire que en tout cas le pacte de bonne conduite a eu son effet et l'effet il est vraiment positif. D'accord. On va parler de la contribution à la lutte contre les fake news. La CODEL et le CDD ont énormément contribué à la lutte contre les fake news pendant le processus électoral. Qu'est-ce que le CSC fait dans ce sens ou qu'est-ce que le CSC a fait dans ce sens? Alors, et on peut dire que le Conseil supérieur de la communication, dans sa mission de régulation de la communication au public, en tout cas, est assez préoccupé par le phénomène des fake news. Donc, ce qui fait que toutes nos actions et pendant les élections, avant, pendant et après les élections, comportait des volets quand même axés sur la lutte contre les fake news. Et voilà pourquoi déjà en juillet 2020, nous avons organisé des sessions de formation avec en tout cas un thème axé sur la lutte contre la désinformation. Et cette formation a concerné des journalistes de toutes les régions du Burkina Faso. Et ça, c'est un exemple donc de la contribution du Conseil supérieur de la communication à cette lutte-là. Il y a également un atelier de réflexion qui a réuni à Ouagadougou donc les médias sur la problématique des fake news sur Internet, c'est-à-dire comment les médias donc appréhendent leur action en lien avec leurs sources sur Internet. Comment éviter donc de tomber donc dans le piège des fake news sur Internet. Et cette réflexion également a contribué donc à outiller les journalistes pour qu'ils puissent avoir donc cette technique de détection de la désinformation, mais aussi un peu donc d'avoir donc des notions en fact-checking, ce qui leur permettront donc de ne pas être complices donc de ces fake news ou encore des auteurs de ces fake news. Tu vas ajouter quelque chose? Oui, alors je voudrais dire c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'équipe de veille de la CODEL avec son partenaire le CDD a allé plus loin au-delà donc de fact-checker les médias classiques qu'on connaît. Nous sommes allés plus loin en fact-checkant aussi les pages Facebook de certains acteurs politiques, mais aussi donc de certains acteurs de la société civile et surtout des personnes donc qui drainent du monde, on va le dire tout simplement comme ça. Donc l'équipe a allé plus loin parce que c'était important et comme l'a dit dès le début donc de l'entrevue avec M. Ouedraogo, beaucoup d'acteurs aujourd'hui, politiques notamment, ont des pages Facebook, ont des équipes de communication sur les réseaux sociaux. Donc il était important de vérifier la fiabilité, les sources d'informations en provenant donc des différents réseaux sociaux, des différents acteurs impliqués dans la signature de ce pacte de bonne conduite. Ok. Monsieur Modeste, la dernière question. Le CSC souhaite-t-il rééditer ce pacte pour les élections municipales en vue?
Là, je ne peux pas vous dire tout de suite si pour ces élections municipales, le pacte sera réédité, mais je sais que, en tout cas, à chaque consultation, en tout cas pour les plus importantes consultations, le CEC, tenant compte de plusieurs facteurs, a toujours décidé donc d'utiliser le pacte comme un moyen d'action. Et donc pour les élections municipales, je ne saurais pas vous le dire tout de suite, mais je suis sûr que si c'est nécessaire, le pacte sera reconduit. Parce que depuis 2002, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, par rapport à la nature de l'élection, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que les premières autorités pourront vous en dire davantage. D'accord. Oui. Aristide, tu aimerais ajouter quelque chose à ce que M. Ouedraogo a dit? Alors, c'est un souhait que certainement l'ensemble des acteurs émettent de voir élargir donc ce pacte de bonne conduite aux élections locales qui aussi draine des passions comme toute élection. Mais je pense que les spécialistes sont certainement en réflexion et l'idéal serait qu'on étende donc ce pacte-là à toutes les consultations, bien qu'étant locales. D'accord. Vous aimeriez ajouter quelque chose qu'on aurait oublié? Non, en fait, c'est par rapport à cela, bon, il y a quelques difficultés parce que quand vous voyez déjà la pléthore d'acteurs, de signataires, vous voyez, il y a quand même des difficultés pratiques qui peuvent se poser. Et si on voulait étendre donc le pacte aux élections municipales, voilà, il y a des difficultés parce que déjà il faut choisir des représentants qui vont venir le faire parce que vous voyez, on a combien de communes, vous voyez que c'est un peu trop. Donc peut-être qu'il faut trouver d'autres types de mécanismes, mais comme on n'a rien décidé pour le moment, voilà pourquoi je ne peux pas vous en dire davantage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on mette un accent particulier sur la sensibilisation. Parce que même si on adopte le plus bon pacte, si il n'est pas connu des acteurs à la base, des militants, en fait, l'effet escompté n'est pas être atteint. C'est pour dire que si on accentue la sensibilisation et que les partis politiques jouent leur rôle en prenant déjà connaissance de la charte donc, des partis politiques qui leur fait obligation de contribuer donc, à la paix et à la cohésion sociale, de lutter contre l'ethnocentrisme, la xénophobie, etc. Si les partis politiques prennent véritablement au sérieux leurs obligations et les mettent en œuvre, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. C'est pour dire que si on met l'accent sur la sensibilisation et la sensibilisation des populations à la connaissance de la loi, c'est déjà quelque chose. Parce que le pacte même renvoie à la loi, à toutes les lois de la République. Et si les gens ne connaissent pas les lois de la République, ça dit que même si le pacte impose des obligations, ça sera problématique. Alors c'est pour dire que la sensibilisation, la formation, c'est ce qui manque aux militants et à certains acteurs. Nous devons mettre l'accent donc sur la sensibilisation. Et pour les acteurs aussi, il faut le respect de la parole donnée. Parce que quand vous engagez, vous devez respecter votre parole. Malheureusement, pour certains, ce n'est pas toujours le cas. Alors le deuxième aspect, c'est véritablement la culture de la saisine des juridictions qui manque au Burkina Faso. On nous a souvent interpellés sur des cas de fraude, de violation du pacte, etc., etc. Mais tant que vous ne saisissez pas les juridictions, véritablement, ça pose problème. Et nous, en tant que Conseil supérieur de la communication, il n'est pas donc de notre rôle de connaître donc des infractions pénales. Alors que la loi électorale a prévu des infractions qui sont pénalement sanctionnées que seul le juge peut connaître. Alors il faut que les éventuelles victimes puissent avoir cette culture, que la population en général puisse avoir cette culture de saisir les juridictions dès qu'elles sont, en tout cas, victimes donc, de ces infractions-là. Alors c'est pour dire qu'il faut non seulement sensibiliser à la connaissance de la loi, mais aussi sensibiliser donc, les populations à la culture de la saisine des juridictions, en tout cas quand elles seront donc, victimes de violations. Alors je pense que tout cela combiné, nous pourrons arriver donc
à avoir donc des élections apaisées et qui préserveraient donc le climat social et la cohésion, l'unité nationale au Burkina Faso. Merci beaucoup, Monsieur Modeste Ouedraogo. Aristide, un mot? Oui, un mot. D'ailleurs, le pacte dit certes d'accepter donc les résultats pour la cohésion sociale, mais le pacte n'exclut pas que les candidats, en tout cas, suivent les voies légales donc de recours. C'est d'ailleurs très intéressant et il faut le souligner. Acceptez certes, mais si vous estimez que vous êtes lésé quelque part, il faut suivre les voies légales de recours et certainement que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup, Aristide. Franck Aristide Jeffa, journaliste à WAG FM et membre de la cellule de veille de la CODEL et du CDD, ainsi qu'à M. Modeste Ouedraogo, chargé de mission du président du Conseil supérieur de la communication pour ce 3e épisode. Évaluer donc le niveau de respect du pacte de bonne conduite signé avant les élections. Rendez-vous donc demain, même heure, même fréquence, pour un autre numéro, un autre épisode. Cette émission vous a été offerte par la CODEL et le CDD.